Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici Mélanie Gordon de l'entreprise Venamo. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre live du mois de février déjà. J'en reviens même pas qu'on est déjà rendu au mois de février. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis dans mon salon /cuisine, comparativement à mon bureau parce que on a un mariage en fin de semaine. Donc, mon bureau est rempli de décorations, comme vous pouvez l'imaginer. Donc, j'essaie d'un peu limiter ce que les gens vont voir à la caméra. Tandis qu'ici, on voit mon salon, ça dérange pas trop. Ça se peut que les chats sautent sur l'îlot parce que je les ai pas éduqués pour qu'ils montent pas sur l'îlot, fait qu'ils ont tendance à le faire. Et je suis souvent ici pour travailler, donc ils sont habitués de venir coucher sur moi. Donc, ça se peut qu'il y ait des chats qui apparaissent. Aujourd'hui, je viens vous parler de comment déterminer sa salle de réception. Honnêtement, j'entends souvent les gens me poser des questions parce que veux pas, c'est la première affaire qu'on détermine quand on se marie. Où est-ce qu'on veut avoir notre cérémonie, où est-ce qu'on va avoir notre lieu de réception, c'est quoi l'ambiance qu'on va avoir durant la soirée, c'est quoi que les gens, on veut qu'ils retiennent de notre mariage. Donc, veux pas, il y a beaucoup de critères qui viennent à l'intérieur de ça. Aujourd'hui, je me suis fait plein de petites notes pour être en mesure de rien oublier premièrement, mais aussi de pouvoir bien vous guider à l'intérieur de ça. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit que j'ai pas nécessairement formulé ou j'ai pas nécessairement rempli à l'intérieur de ce live-là, gênez-vous pas à m'envoyer des questions en privé. Ça me fait toujours extrêmement plaisir d'y répondre. Et j'espère aussi que vous vous êtes fourni un petit café dans ma tasse faite maison, hein, moi qui l'ai fait, avec votre cahier de notes et un crayon, parce que ça peut au moins vous aider à prendre certaines notes, mais sinon, vous regarderez la vidéo une deuxième fois, puis ça va pouvoir répondre aux petites questions que vous avez peut-être. Donc, pour commencer, quand on est officiellement fiancé et que le processus de recherche de salle commence, c'est hyper important, puis ça j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais c'est hyper important de déterminer le budget qu'on va venir investir pour son mariage. Oui, le budget total, exemple 10, 15, 20 000 $ que ça pourrait nous coûter le mariage en général, mais aussi combien on veut débourser sur le coût par personne. Parce que c'est ça le plus gros critère. En fait, c'est là que l'argent va le plus aller. C'est dans la réception du mariage. Donc, dans la nourriture, dans l'alcool, dans les bouchées, dans tout ce qui rentre à l'intérieur d'une réservation de salle. Parce que comment les salles déterminent en fait leurs critères ou leurs tarifs. Bon, ils vont avoir la nourriture évidemment, ils vont souvent avoir des bouchées de soirée ou des bouchées en fait durant le cocktail, un buffet qu'on peut venir servir à 11h, minuit le soir. On va avoir de l'alcool, on va avoir des cocktails, on va avoir du vin. Donc, il y a plusieurs critères qui rentrent à l'intérieur de ce qu'une salle de réception peut venir fournir. Donc, c'est important de regarder combien est-ce que nous, en tant que personne, on est prêt à venir investir pour le souper. En fait, quand on détermine ce montant-là, ou ce qu'on est prêt à débourser monétairement par personne, c'est parce qu'on va faire le calcul après ça pour voir sur notre budget total, combien est-ce que ça nous coûte. Si on regarde, puis là, c'est des chiffres fictifs quand même que je vous donne parce que tout est relatif à chaque personne. Mais si on se dit, OK, moi, je suis à l'aise de payer 75 $ par personne pour notre mariage, le repas par personne. OK, on va venir débourser ce montant-là. On va faire le calcul. Si on est 100 personnes, qu'on invite à notre mariage, je sais pas si je connais 100 personnes, mais si jamais que j'ai un mariage, on est 100 personnes. Et là, on vient faire le calcul pour le souper de soirée. On va se dire, OK, moi, je suis prêt à débourser 75 $ par personne pour cette soirée-là, fois 100 personnes. Déjà, notre budget est monté à 7 500 $. Fait que c'est sûr que ça a un gros impact à la fin de la journée sur le budget qu'on s'était mis. Si on s'était mis un budget de 10 000 $ et que là, on arrive déjà à 7 500 $, on s'entend qu'il n'en reste pas tant que ça pour tout ce qui est photographe, DJ, décoration, fleurs, etc., etc. Fait que ça vient vraiment déterminer ce montant-là à combien, en général, le mariage va venir nous coûter à la fin de la journée. Donc, déterminer par personne combien on est prêt à venir dépenser. Dans la région, ici, on est quand même assez chanceux. On a Ottawa qui est hyper l'autre côté de la rue. On a des petites salles qui sont un peu plus extérieures, qui vont être plus vers Buckingham, Thurso et tout ça. Fait qu'on a vraiment comme une bonne sphère géographique. Je sais pas si ça se dit, là, mais on a quand même un bon rayon où est-ce qu'on peut aller regarder pour des salles. Fait que de déterminer d'avance un prix par personne, c'est hyper important parce qu'on le sait qu'on a plein d'autres salles qu'on peut aller regarder qui vont rentrer dans le budget qu'on s'est fixé. Un coup qu'on s'est fixé ce montant-là, puis là, quand on parle de ce montant-là, on parle pas des cadeaux qu'on va recevoir, on parle pas si on charge ou non aux gens, on parle vraiment, nous, en tant que personne, en tant que mariés ou futurs mariés, combien on est à l'aise à dépenser. On va revenir à l'aspect cadeau et tout ça, et à l'aspect est-ce qu'on charge ou non. Là, ça, je vais rentrer dedans de fond en comble, mais un peu plus tard. Pour l'instant, on se concentre vraiment sur le prix par personne. Un coup qu'on a déterminé ce prix par personne-là, c'est important de déterminer c'est quoi les autres critères qu'on va venir respecter par rapport à notre salle. Moi, ce que je conseille tout le temps aux gens, puis ce que je fais moi-même quand je fais des recherches pour des gens, c'est que je crée un tableau Excel.
Ce tableau Excel-là, puis vous n'êtes pas obligé de caler en Excel, je suis absolument pas une pro Excel, mais j'ai réussi à m'en sortir, c'est qu'on vient faire le tableau Excel. En haut, on va venir mettre tous nos critères de sélection. Exemple, on veut que la salle elle soit rustique, ou on veut que la salle elle ait une cérémonie extérieure. On voudrait se marier sur le bord de l'eau. On aimerait qu'on puisse avoir des enfants. C'est très rare qu'on n'a pas d'enfants nécessairement qui sont acceptés, là, mais vous voyez le principe. C'est vraiment de déterminer nos critères de sélection qui vont faire en sorte, est-ce qu'à la fin de la journée, on va réserver cette salle-là ou non. Puis ça peut être, honnêtement, le nombre de critères que vous voulez. J'en ai eu des fois qui ont mis les critères. Bon, nous, on veut pas qu'il y ait de tapis dans la salle. On préfère que ce soit un plancher régulier. OK, ben ça va être un critère dans votre sélection. Il faut quand même rester il faut rester au courant, en fait, y a-t-il certains critères là-dedans qu'on est prêt à laisser tomber si jamais on a un coup de cœur pour une salle, mais qui l'offre peut-être pas ce petit critère-là qu'on s'était mis. Fait que oui, on va les installer, on va les décrire, on va les mettre là, mais c'est pas obligatoire de se dire il faut absolument que ma salle ait tous ces critères-là, parce que malheureusement, ça se peut que ça arrive pas. Par contre, on met le plus d'informations possible pour être en mesure d'au moins enlier nos recherches sur qu'est-ce qu'on va rechercher par rapport à nos salles. Fait qu'on va avoir en haut tous les critères qu'on veut respecter sur notre salle, comme je vous mentionnais. Fait que oui, à l'intérieur de ça, il va y avoir l'aspect tarif. Là. Vous allez mettre une colonne pour prix par personne. Vous allez mettre une colonne combien d'invités maximum peuvent rentrer dans cette salle-là, dépendant de combien d'invités vous êtes. Si vous êtes à 100, honnêtement, c'est très rare que les salles n'acceptent pas 100. Si on regarde du côté d'Ottawa, souvent, on va avoir un minimum de personnes qui vont avoir obligés, là, qui vont rentrer dans la salle. Fait que des fois, on va avoir 90-100 personnes minimum qui sont obligatoires, même si vous ne respectez pas ce chiffre-là. Fait que, ces exemples, vous envoyez vos invitations, vous êtes 80, vous charge quand même pour 100 personnes. Donc, il faut quand même déterminer combien d'invités on va avoir pour pouvoir savoir si ça va rentrer dans la salle qu'on a choisie ou non. Autre élément qu'on vient mettre aussi à l'intérieur de nos petits critères, bon, mais ça peut être est-ce qu'on veut un buffet? Est-ce qu'on veut un service aux tables? Est-ce qu'on veut un buffet de soirée? Est-ce qu'on veut de l'alcool sur place? Est-ce qu'on veut un bring your own booze? Qui est vraiment un critère, dans le fond, où que chaque invité ou les mariés en tant que tels apportent l'alcool et vont fournir l'alcool pour tout le monde. Ou est-ce qu'on veut que ça soit une salle où ils ont déjà leur permis d'alcool, on se casse pas la tête et c'est la salle qui va venir fournir l'alcool pour les invités en soirée. Donc, on détermine comme ça tous les critères. À l'horizontale, vous pouvez le faire de la façon que vous voulez, mais je vous dirais que moi, c'est la façon la plus facile que j'ai trouvée. À l'horizontale, tous les critères. Et à la verticale, on vient mettre les différentes salles qu'on va avoir trouvées par rapport à nos critères. Un coup qu'on a toutes les salles qui sont là, ça peut même être des salles que vous avez entendu parler, que vous savez, que vous avez déjà vues, que vous avez aimées. On vient toutes les écrire. Le Rituel, le Hilton, le club de golf Elmer, le club de golf X, peu importe la salle, on vient de l'écrire. Et après, quand on fait nos recherches puis qu'on va plus en profondeur et qu'on va être aussi techniquement un coup à aller visiter la salle, on vient déterminer avec des crochets, des X, des petits cœurs, peu importe, quelle salle rentre dans les critères qu'on s'est mis. Moi, je recommande toujours aux gens de le faire avant d'aller visiter. Parce que visiter les salles, c'est énormément d'informations. C'est des longues journées, c'est du temps à investir pour se dire aujourd'hui, je me déplace, je m'en vais voir 5, 6, 7, 8, 9, 10 salles. C'est beaucoup de temps. Fait que si on fait déjà le critère avec le document Excel à la base, ben ça vient limiter certaines salles parce que vous allez réaliser, bon, il y a peut-être une salle qui à la base vous intéressait, finalement ne rentre dans aucun de vos critères, ne vient pas chercher aucune information que vous aviez besoin sur place. Donc, on efface la visite. On n'a pas besoin de se déplacer parce que dans nos listes de critères, elles ne respectent pas aucun des éléments que nous on s'est mis là. Fait que rendu là, ça vaut pas la peine d'aller la visiter. Ça peut être une salle plan B, si jamais que pour X raison, finalement, les autres fonctionnent pas. Mais au moins, ça donne quand même une bonne idée. Aussi, important de mettre dans les critères les dates qui sont disponibles. Donc, oui, des fois, on a souvent une date en tête. Là. On va se dire, OK, ben moi, j'aimerais me marier le 18 août, parce que pour moi, ça a une signification hyper particulière, parce qu'on s'est rencontrés le 18 août, on a notre célébration à chaque année à cette date-là, mon premier enfant est né à cette date-là, tu sais, peu importe, on a souvent un petit critère qu'on a par rapport à nos dates. Donc, si on a une date en particulier ou un moment qu'on veut venir s'assurer d'avoir notre salle libre, mais mettez-le comme critère. Comme ça, quand vous allez aller chercher l'information qu'on va écrire aux salles, vous allez pouvoir dire, OK, cette salle-là, exemple le rituel, est disponible le 17 et le 19 août, mais malheureusement pas le 18. Bon, mais est-ce que pour vous, c'est une raison de ne pas prendre cette salle-là? Ou on décide quand même d'aller de l'avant avec une autre date qui est disponible? Fait qu'il faut quand même être au courant un petit peu des dates qui sont là. Si vous avez déjà une date que c'est sûr et certain que vous voulez avoir, puis vous ne bougerez pas de cette date-là, évidemment, ça devient un critère parce que si la date n'est pas disponible que vous recherchez, vous n'irez pas nécessairement avec cette salle-là. Donc, un coup qu'on a déterminé prix par personne qu'on est prêt à investir, les critères qu'on veut venir sélectionner pour notre salle, puis qu'on a fait notre beau diagramme sur Excel, on vient regarder qu'est-ce que la salle peut fournir en termes de soumission. Donc, c'est là où vraiment où
on peut aller chercher une soumission officielle. Il y en a des gens, puis ça c'est vraiment du cas par cas, là, il y en a des gens qui vont décider d'aller visiter les salles avant d'avoir des soumissions, et d'autres qui vont faire l'inverse. Recevoir les soumissions, puis après aller visiter les salles. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Honnêtement, ça dépend vraiment de vous, du temps que vous avez, puis si ça vous intéresse vraiment d'aller visiter beaucoup de salles, mais avoir les soumissions va quand même vous permettre d'avoir une certaine idée sur qu'est-ce que la salle va venir me fournir pour le prix que je veux venir investir, pour la beauté de la salle et tout ça. Mais comme je vous dis, il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon. Vous pouvez décider de faire votre document Excel, d'aller visiter les salles avec les documents, avec les salles qui rentrent dans vos critères, faire des soumissions, puis après ça finaliser, ou le contraire. Bref, un ou l'autre. Donc, quand on fait faire la soumission, ce qu'on s'assure de demander puis d'avoir à l'intérieur de la soumission, c'est oui, le repas par personne, oui, le nombre de personnes que vous allez avoir à votre mariage, mais aussi plein d'autres petits éléments qu'on ne pense pas nécessairement. Est-ce qu'il va y avoir un cocktail? Si oui, est-ce qu'il est extra? Est-ce qu'il est inclus dans le tarif? Mais on veut que le cocktail soit là. Après ça, si vous décidez de ne pas fournir de nourriture ou de bouchée ou d'alcool au cocktail, on l'enlève. Mais à la base, on veut quand même l'inclure dans la soumission pour avoir le plus possible une idée précise de ce qu'on a dans notre budget. Puis en même temps, quand on fait des soumissions, on veut s'assurer que tout le monde, on demande les mêmes choses à chaque salle. Parce que ça sert à rien d'avoir une salle qui va vous donner, OK, bien nous, notre menu est 50 $ par personne. Vous n'avez rien d'autre, mais c'est ça notre menu par personne. OK, c'est intéressant. Mais si finalement, après ça, on book avec cette salle-là, on réalise qu'en ajoutant plein d'éléments, c'est parce que finalement, au lieu de coûter 50, c'est 100 $ par personne, parce qu'on ajoute plein de choses, c'est pas rentable. Je veux dire, en bout de ligne, vous allez comme soit dépenser plus d'argent ou perdre un peu patience parce que vous devez ajouter plein d'éléments par rapport à votre budget. Donc, quand on fait une demande de soumission, on s'assure tout le temps d'avoir toute la bonne information qui est demandée avec chaque salle. Fait que oui, on va regarder en termes de cocktails. Est-ce qu'il y a des bouchées qui sont servies? Est-ce qu'on a de l'alcool qui est servi? Est-ce qu'on a du vin qui est servi avec le repas? Est-ce que c'est un repas 2 services, 3 services, 4 services, 5 services? Peu importe. Donc, on vient vraiment dire exactement ce qu'on veut qu'il soit inclus dans les soumissions et on demande les mêmes sortes de soumissions aux mêmes personnes. Si vous voulez éviter de faire une erreur ou d'oublier quelque chose, faites un copier-coller de votre courriel. En bout de ligne, vous allez changer l'entête à qui vous l'envoyez, vous allez changer un peu l'information, mais tout le reste, vous pouvez le laisser là. T'sais, bonjour, j'ai besoin d'une soumission, on regarde pour se marier telle date ou à tel moment de l'année, on regarde pour avoir un 3 services, 4 services, 5 services, d'avoir des bouchées, d'avoir du vin de servi, d'avoir peu importe. On l'échelonne à l'intérieur de ça pour avoir des bons tarifs de soumission. Un coup qu'on a fait l'envoi des soumissions, on a reçu les retours, ben encore là, on peut venir utiliser le document Excel. Et à l'intérieur de ce document Excel-là, on vient mettre le montant total que ça nous coûterait pour notre mariage si on le faisait à cet endroit-là, incluant tous les éléments qu'on va avoir mentionnés dans la soumission. Les éléments que souvent les gens oublient ou ne savent pas que c'est inclus dans les soumissions, frais de raison, frais de socan. Ça, malheureusement, de ce que je cherche, là, tous les salles chargent ça parce que, en fait, ça, c'est des coûts qui reviennent pour les droits d'auteur. Fait qu'aussitôt qu'il y a de la musique qui va être pour être jouée à votre soirée de mariage, ces frais-là vont être à débourser parce que, malheureusement, c'est pas malheureusement, là, c'est une bonne affaire pour les droits d'auteur, mais c'est un montant qu'on doit venir débourser. C'est jamais hyper dispendieux, mais gardez-le en tête quand même que sur votre facture, vous allez avoir le montant sans taxe, sans service, sans rien. Vous allez avoir, ils vont racheter le pourboire. Fait que vous allez le voir souvent dans la soumission, pourboire, frais de service, peu importe. Là. Fait que ça veut dire que le pourboire va être ajouté à l'intérieur de ça. Frais de socan, frais de raison et votre montant total. Donc, pour pas vous casser la tête et avoir à calculer par la suite les taxes et tout le tralala, calculez le montant total que ça vous donne et divisez-le par le nombre de gens. Fait qu'encore là, si on revient aux 100 personnes, parce que je suis mauvaise en maths, fait que j'irai pas chercher des critères plus difficiles que ça. Là, fait qu'on va y aller avec 100, ça se divise bien. Et que la facture totale pour la salle monte à 10 000 $, incluant tout ce qu'on veut. Bon, mais là, on revient à, par personne, combien ça nous coûte? 100 $. OK, c'est un peu plus cher que ce qu'on avait mis pour le 75. Est-ce qu'on est capable de l'absorber, ce montant-là, avec tout ce qui est inclus dans la soumission? Ou bien est-ce qu'on regarde avec d'autres salles qui vont avoir un montant total qui va monter à 7 500 $? Fait qu'au moins, ça vous permet de vraiment déterminer dans vos critères lequel qu'on veut quand même aller visiter ou non. Un coup qu'on a fait faire les soumissions ou que finalement, on est allé visiter les salles et on a fait le contraire, là, mais un coup qu'on a déterminé les soumissions et qu'on les a reçues, c'est le temps de faire les sélections dans nos salles et d'aller visiter. Les visites, honnêtement, souvent les gens vont les sous-estimer. Moi, je compare ça un peu à une visite de maison quand on a le goût d'acheter une maison. Bon, c'est sûr que c'est pas la même chose, mais quand même, on a certains critères qu'on veut respecter dans notre choix de visite, que ce soit pour un condo, pour une maison, pour une salle de réception. On a des critères qu'on veut qu'ils soient respectés. Et c'est des éléments que souvent, quand on va visiter la première fois, peut-être que ça nous échappe. Puis tu sais, c'est souvent pour ça aussi que quand on décide d'acheter une maison, quoi que ce soit, on va aller visiter plus qu'une fois. Parce que la première fois, on est un peu sur le coup de l'émotion. Surtout quand, dans un mariage, là, je veux dire, c'est comme beaucoup d'émotions. Puis là, on arrive dans une salle, puis on est comme « Oh mon Dieu, je suis en amour avec la salle! »
Puis là, on book, on réserve, puis c'est finalisé. Oui, tant mieux, vous avez un coup de cœur. Par contre, est-ce que ça rentre dans les critères? Dans ce cas-ci, vous avez fait l'exercice d'avance. Fait que ça aide, mais il faut quand même s'assurer d'avoir respecté certains petits éléments qu'en bowling, c'est peut-être des surprises que ça ne vous tente pas d'avoir à gérer. Donc, quand on va visiter la salle, parce qu'on va laisser faire les maisons, c'est pas de ça qu'on parle, quand on va visiter les salles, on veut s'assurer de certains petits trucs. Premièrement, est-ce qu'il y a du stationnement pour les invités? Est-ce que c'est un stationnement qui est payant? Est-ce que c'est un stationnement qui est gratuit? Parce que s'il y a un stationnement qui soit payant, gratuit, qui soit pas sur place ailleurs, il faut quand même venir l'indiquer dans les invitations. Puis honnêtement, vous, en tant qu'invité à un mariage, allez-vous être à l'aise de débourser un stationnement payant pour aller à une réception ou à une salle? Fait que posez-vous la question à vous-même. Si moi je t'invite à un mariage puis que je dois débourser un stationnement, ça me dérange-tu? Si ça vous dérange pas, ben c'est pas un deal breaker, c'est un critère qui est là dans votre salle. Vous le mentionnez dans les invitations. En passant, ben là, vous allez mettre ça plus cute, mais en passant, pour la soirée du mariage ou la réception, il y a un tarif de 20$ par personne ou par voiture pour le stationnement. Vous le mentionnez, les gens sont au courant, il n'y a pas de mauvaise surprise quand les gens se déplacent sur place. Donc, on regarde. Quand on arrive là-bas, on demande à la responsable, est-ce qu'il y a un stationnement? Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que c'est payant? Est-ce qu'il y a en masse de stationnement pour tout le monde? Est-ce qu'on va manquer d'espace? Fait qu'au moins, ça nous permet de déterminer un petit peu comme ça. À la base, quand on arrive, si on a besoin de venir chercher un peu plus loin que juste « Oh, il y a du stationnement, il est gratuit, cool, on se casse plus la tête. » Quand on rentre à l'intérieur de la salle, ce qu'on veut s'assurer en grande partie ou en général, là, vraiment, c'est est-ce qu'on a l'impression d'arriver dans une place qui est accueillante? Oui, en bout de ligne, n'importe quelle salle peut être hyper belle parce qu'on peut la décorer, on peut l'arranger, on peut la modifier, on peut faire ce qu'on veut avec une salle. C'est pas parce qu'en premier coup d'œil, on est comme « Oh mon Dieu, la salle a fait pitié » qu'il n'y a pas rien d'autre à faire. Par contre, on veut quand même s'assurer que quand on rentre, on a un bon feeling sur la salle. Moi, je suis quelqu'un qui se fie beaucoup à son feeling. J'ai pas de sixième sens nécessairement. Là, je suis pas rendue dans toute cette gimmick ou cette façon de vivre-là. Mais je me fie beaucoup à mon gut feeling puis à comment je ressens les choses. Fait que si j'arrive dans une salle puis j'ai un bon feeling, moi-même, en tant que personne ou en tant que planner ou en tant qu'éventuel futur marié, moi, ça va me faire du bien de me sentir bien quand j'entre dans une salle. Quand l'équipe est accueillante quand on arrive, quand les gens sont heureux de nous voir, quand ils nous accueillent avec un sourire, quand ils sont sympathiques, pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'on est pris en charge, ça veut dire que les gens vous respectent, ça veut dire que les gens, ils vous font confiance, vous faites confiance aux gens. Puis c'est hyper important d'être dans une place où on fait confiance aux gens qui sont là. Parce que la journée du mariage, ce qu'on veut éviter, c'est d'être stressé, c'est de vivre des émotions que... C'est sûr, vous allez vivre plein d'émotions, vous allez être stressé, tout ça, mais en ayant une équipe que vous faites confiance à la salle et que vous allez faire confiance à vos fournisseurs, le processus va tellement être plus simple pour vous. Puis honnêtement, ça va vous faire du bien de vous dire qu'il y a peut-être des problématiques qui vont arriver, mais l'équipe là-bas là, est tellement exceptionnelle que c'est sûr que ça va bien aller. Honnêtement, ça va vous faire du bien cette journée-là. Fait allez-y un petit peu avec cette vibe-là. Puis quand vous rencontrez les personnes sur place, assurez-vous que vous avez un bon service. En bout de ligne, le service à la clientèle, c'est l'affaire la plus importante. Peu importe c'est quoi l'industrie, peu importe c'est quoi que vous faites ou que vous sélectionnez ou que vous faites des recherches, il n'y a pas grand-chose qui va venir battre le service à la clientèle parce qu'en bout de ligne, à la fin de la journée, on veut être bien où ce qu'on est puis on va avoir eu un service qui vaut la peine de se dire c'est peut-être un 2, 3, 5 $ de plus par personne, mais je sais que je vais me sentir bien ici puis je le sais qu'ils vont bien prendre soin de moi la journée du mariage. Ça vaut la peine d'être réservé. Donc, on récapitule. Stationnement, payant ou non? Quand on arrive, est-ce que c'est accueillant? Est-ce qu'on a un bon feeling sur la place? Est-ce que les gens sont sympathiques? Ils répondent à vos questions? Puis ils sont pas nécessairement dépêchés ou pressés de répondre à vos questions puis vous partez. Il faut vraiment sentir que on a confiance, on vous prend, on vous dorlote un petit peu, puis on est là pour répondre à vos questions. En bout de ligne, c'est ça vraiment qui va faire une grosse différence sur les salles. Par la suite, on vient regarder, combien de personnes peuvent rentrer dans la salle, puis c'est quoi la logistique de la salle. Si, exemple, sur le site Internet, ça disait 100 personnes rentrent dans votre salle, pas de problème, cassez-vous pas la tête, puis vous arrivez là-bas, puis pour faire rentrer 100 personnes, ça prend une table rectangulaire d'un côté, une table rectangulaire de l'autre, une table ronde ici et là, parce qu'on essaie de rentrer les gens à l'intérieur de la salle. Cassez-vous pas la tête. C'est pas un casse-tête que vous allez avoir le goût d'avoir cette journée-là, de vous dire, on a 100 personnes qui rentrent, mais il faut être comme un peu assis un par-dessus l'autre parce que finalement, il n'y a pas de place dans la salle. Prenez le temps quand même de voir l'espacement, de voir des photos sur d'autres mariages qui ont eu lieu là avant, comment est-ce que la salle a été positionnée. Dans l'industrie, je veux dire, j'en fais énormément de mariages. Fait que j'ai une bonne capacité pour visualiser plus loin qu'une salle. C'est pas tout le monde qui a fait plein de mariages ou qui a déjà assisté à des mariages et qui peuvent facilement rentrer dans une salle et dire « Oh my God, je vois ce que je peux faire ici ». La majorité des gens, honnêtement, ne voient pas ça, puis c'est très normal. C'est pas nécessairement votre sphère. Fait que c'est normal que vous soyez pas capable de faire une projection sur qu'est-ce qui pourrait avoir lieu ou avoir l'air une salle.
cassez-vous pas la tête, mais d'aller voir les photos, les portfolios, du visuel, des vidéos de ce qui a été déjà fait à la salle, va vous permettre d'avoir un meilleur visuel sur qu'est-ce que vous pouvez venir faire à l'intérieur de ça. Si vous avez une thématique rustique, parce que c'est encore quand même tendance, fait que si vous dites, OK, moi j'ai une thématique rustique, je veux que mon mariage ait beaucoup de bois, beaucoup de fleurs, beaucoup de pourmaçons, beaucoup de baby's breath, puis que la salle est industrielle, exemple, ou la salle est chic puis elle a des lustres. Ça se peut que ça fonctionne un peu moins. Il y a des salles qui sont très polyvalentes. Tu sais, je veux dire, il y a des salles où à la base, c'est peut-être un peu plus rustique, mais moindrement qu'on change un peu la décoration, vous êtes absolument pas dans cette thématique-là. Vous allez être dans un autre style de thématique. Fait que regardez un petit peu c'est quoi la thématique qui est dans la salle et avec les photos des autres mariages ou de d'autres événements qui ont eu lieu là, ça va vous donner vraiment une bonne idée de ce qui a été fait et de comment vous-même vous pouvez venir transformer la salle. Par la suite, hyper important, puis je pense que c'est pas toutes les salles qui l'ont, fait que moi des fois j'ai un peu de misère avec ça, mais une dégustation. Ça a l'air niaiseux, on se dit, oui, c'est sûr qu'on peut manger la nourriture, mais vraiment, informez-vous et confirmez avec la salle que vous allez pouvoir faire une dégustation sur place, qui va être inclus ou non dans le forfait. En bout de ligne, oui, c'est intéressant quand c'est inclus, mais si jamais ce ne l'est pas, déboursez un petit peu plus pour avoir une dégustation de votre nourriture. C'est pas intéressant si vous arrivez la journée même et vous dites, ben, j'ai pas vraiment bien mangé finalement à mon mariage. Les gens vont s'en rappeler. Ça a l'air niaiseux parce qu'on se dit, il y a tellement d'affaires qui se passent cette journée-là, les gens vont pas porter attention aux détails. Oui. En fait, les gens vont porter attention à la nourriture. Donc, est-ce qu'ils ont bien mangé? Est-ce qu'ils sont pleins? Est-ce qu'ils ont encore faim? Est-ce que c'était censé être chaud, finalement c'est froid? Est-ce que c'est censé être froid, finalement c'est chaud? Les gens vont porter attention à ça. Surtout, puis ça, je vais y revenir, là, mais surtout si eux ont déboursé un montant supplémentaire pour le repas, ils vont s'attendre encore plus à avoir vraiment de bonne nourriture de bonne qualité. Donc, c'est quand même assez important d'avoir une dégustation. En général, c'est inclus dans les frais, mais des fois, il y a des salles là, qui ont des services ou des façons de faire différentes. Fait que demandez-le. Demandez à ce que ça soit inclus, que vous puissiez venir, vous, votre conjoint, peut-être votre dame d'honneur, votre mère, quelqu'un, vous asseoir, faire la dégustation de nourriture et voir c'est quoi les sélections de repas que vous voulez faire. Des salles, des fois, vous allez avoir seulement une option. Fait que nous, on va vous servir que du bœuf, du poulet, du poisson, peu importe, mais vous allez avoir juste un choix. Comme qu'il y en a d'autres qui vont vous demander de faire des choix entre, habituellement, ça va être 2 ou 3 choix. Végétarien, c'est jamais dans les choix, c'est tout le temps à faire. Donc, ils vont vous dire, OK, ben voici, nous, cette journée-là, on va vous faire goûter votre poisson, poulet et bœuf. OK, fait que cette journée-là, on goûte, on en choisit 2. OK, on a vraiment tombé en amour avec le poisson, on a vraiment tombé en amour avec le bœuf. Ça va être nos 2 choix, la journée du mariage. Et il va y avoir l'option végétarien pour les gens qui veulent l'avoir ou qui veulent simplement, ils ont une plus grande sélection pour ça, ou ils ont un petit penchant pour ce qui est à faire du côté végétarien. Ça peut très bien être fait, mais en ayant cette dégustation-là, ça vous permet de voir est-ce que la nourriture vraiment est bonne. Parce que comme je mentionnais, les gens vont s'en rappeler. Les gens vont se rappeler de est-ce qu'on a bien mangé cette soirée-là. Ils vont pas se souvenir nécessairement de la décoration de la salle. Ils vont pas nécessairement se souvenir c'est qui tous les autres invités qui étaient là. Ils vont pas nécessairement se souvenir des autres petits critères que peut-être que ça va comme un peu passer dans les cracks. Mais si à la fin de la soirée, ils ont encore faim, ou finalement, ils ont peut-être pas nécessairement aimé ce qu'ils ont mangé, ils vont en parler sur le chemin du retour en disant « T'as-tu encore faim? Toi, moi, je suis affamée. » Ou « T'as-tu aimé le riz? Il était comme pas super bien cuit. » Ou « Il goûtait comme pas super bon. » Les gens vont se rappeler de ça. Autre chose qu'ils vont se rappeler, c'est l'ambiance de la soirée. Donc oui, autant la salle accueille et tout ça, mais aussi la musique et l'ambiance que la salle va venir créer. Ça va être dans une autre vidéo, là, on ne rentrera pas dans l'aspect DJ aujourd'hui, mais quand même, ça à tenir en compte quand on fait une visite de salle. C'est quoi la logistique derrière la musique qui va être offerte là? Est-ce qu'ils ont déjà un DJ sur place qu'eux offrent? Est-ce qu'ils ont un système de son adéquat qui peuvent être utilisés? Est-ce que le DJ qu'on va engager doit apporter son propre système de son? Fait que vraiment, au moins de venir déterminer c'est quoi les petits éléments autres qu'on n'a pas nécessairement pensé, mais qui doivent être là sur place pour qu'on puisse avoir une hyper belle soirée et d'avoir le plus possible d'informations, de détails qu'on n'aura pas besoin de débourser par la suite. Ça va être inclus dans la salle. Donc, on fait un petit résumé vite fait. Quand on va visiter la salle, on s'assure pour le stationnement, qu'il soit inclus ou non. On s'assure pour la nourriture, là, d'avoir une dégustation, d'être en mesure de faire notre sélection de repas, puis de vraiment s'assurer que la nourriture, le vin, tout ce qui est offert va être bon. Puis souvent, là, la dégustation, ça va être un 3 ou un 4 ou un 5 services, dépendant de ce que vous avez choisi. Mangez pas avant. Il vous donne pas des bouchées de ce que vous allez manger, là. Il vous donne la soupe, il vous donne la salade, il vous donne le plat principal, il vous donne le dessert, il vous donne... vous allez manger en masse. Fait que mangez pas avant. Donc ça, c'est le deuxième... Moi, j'ai dit en troisième critère, là, mais assurez-vous que l'équipe sur place est accueillante, que vous vous sentez bien, que vous vous sentez en confiance, que vous sentez qu'on vous prend en charge, qu'on est prêt à vous guider pour votre journée du mariage, parce que c'est ces gens-là, souvent, qui vont être sur place la journée de votre mariage. Donc, si vous avez eu un bel accueil, vous êtes en confiance, vous avez aimé la personne que vous avez rencontrée, il y a des bonnes chances que cette journée-là, ça soit le même principe et que vous vous sentiez bien
à votre journée du mariage, d'être entouré des gens à qui vous faites confiance et que vous êtes toujours en sécurité un petit peu, de savoir que s'il y a quelque chose qui se passe, j'ai confiance en l'équipe qui est sur place, qui vont bien gérer la situation. Et par la suite, finalement, un petit peu, là, quand même, dans les petits derniers détails, c'est de venir voir au niveau de la logistique sonorisation pour votre DJ, pour votre ambiance de soirée, qu'est-ce qui est fourni exactement dans la salle et qu'est-ce que vous avez besoin de venir fournir supplémentaire. Si c'était un de vos critères à vous d'avoir de l'alcool servi sur place, en fait, que vous apportez votre propre alcool, regardez c'est quoi les règles, réglementations et qu'est-ce qu'ils fournissent dans la salle pour votre alcool. Parce que souvent, j'ai eu des mariages où c'était un bring your own, fait que les gens apportent leur propre alcool ou les mariés fournissent l'alcool pour tout le monde. Mais il faut louer certains trucs. Quand on a un bar sur place, on sait pas qu'est-ce qu'il faut apporter. Quand il faut faire notre propre bar, il faut penser à toutes les ouvres-bouteilles, il faut penser à tous les verres, il faut penser à toute la glace, puis la glace, il en faut en quantité industrielle. Où est-ce qu'on va venir mettre la glace? Les frigidaires, les coolers, tu sais, c'est beaucoup de choses à venir penser quand on apporte notre propre alcool. Donc, de savoir à l'avance qu'est-ce que la salle va fournir quand c'est un bring your own, ça permet par la suite d'éviter d'avoir des petites surprises de tarification, puis de dire... OK, c'est avantageux pour nous d'avoir à fournir l'alcool parce qu'on n'a pas nécessairement à se casser la tête avec, tu sais, de faire payer nos invités, tout ça, par rapport au prix d'alcool, mais on n'a pas pensé que finalement, on avait 10 000 autres critères de choses à respecter qu'on devait apporter. C'est un peu sorti entre les cracks, là. Fait que assurez-vous de ça. Donc, un coup qu'on a fait notre tableau, on a déterminé nos critères de salle, on a déterminé notre budget pour la soirée par personne. On a déterminé, on est allé faire les visites, on a reçu les soumissions, on a tout remis sur notre tableau Excel pour faire le comparatif. C'est le temps de faire votre sélection pour votre salle. Laquelle qui vous a senti, que vous êtes senti bien à l'intérieur. Laquelle qui répond à vos critères. Laquelle que vous dites, moi j'ai un coup de cœur, je veux y aller avec cette salle-là. Et c'est le temps de réserver. Donc, on contacte la salle, on contacte la responsable, on dit parfait, on est prêt à réserver, voici, on vous envoie le dépôt, on signe le contrat et c'est réservé. Good job. Un coup que ça c'est fait, qu'on a réservé la salle et tout ça, là, on a officiellement une date de mariage. On peut commencer à faire la planification parce que on a une date officielle qui est réservée, qui est mise de côté, puis on n'a pas à se casser la tête avec les petits détails. On le sait que peu importe ce qui se passe, dans le meilleur des mondes, on va se marier cette journée-là, cette date-là, à telle salle. Le petit point que je voulais apporter en termes de critères de sélection de salle, ou que je voulais au moins vous guider à l'intérieur de ça, premièrement, c'est est-ce qu'on fait payer ou non les gens pour son mariage. Honnêtement, c'est un point qui est tellement personnel. Moi, ça me dérange pas de donner mon opinion parce que j'ai une opinion par rapport à ça, mais c'est hyper personnel. Fait que c'est pas parce que moi j'ai une opinion par rapport à ça que c'est une bonne façon de faire ou une mauvaise façon de faire. C'est à vous de vous dire, est-ce que vous êtes confortable si vous chargez à charger ce prix-là, ou si vous êtes à pas charger, est-ce que vous êtes confortable avec le montant d'argent que vous allez dépenser pour votre mariage. Personnellement, je suis dans l'optique que si on se marie, c'est parce qu'on a les moyens de se marier et on a les moyens d'inviter les gens à venir sur place. Donc moi, personnellement, puis je dis ça aujourd'hui, puis ça veut pas dire que ça sera ça à mon mariage, mais moi, je serais du style à ne pas faire payer les gens et à les inviter au mariage. Mais il y a aussi le principe que si vous invitez vos amis à une soirée, peu importe, là, vous dites à vos amis, OK, ce soir, on va souper à tel restaurant, c'est pas parce que je t'ai invité que je vais te payer ton souper. Fait qu'il y a quand même cette logistique-là derrière de dire... On a amplement le droit de charger à nos personnes, à nos invités, parce qu'en bout de ligne, il y a quand même un souper qui est là, il y a quand même quelque chose qui revient par rapport à l'argent qu'ils vont venir débourser. La seule chose qu'il faut faire... Oh, attention, allô le chat! La seule chose qu'il faut faire attention, en fait, c'est que si vous chargez un montant, est-ce que c'est un montant que vous êtes à l'aise de venir payer? Fait que, tu sais, si vous vous dites, OK, ben moi, je vais charger à mes invités, je vais charger 75 $ par personne. Vous, en tant que personne qui va être invitée potentiellement à un mariage, est-ce que vous êtes à l'aise de venir débourser 75 $ par personne? Sinon, si vous ne l'êtes pas à l'aise, vous dites, ben c'est trop cher pour aller à un mariage, ben chargez-le pas à vos invités. Il faut vraiment que vous, en tant que personne, soyez à l'aise avec le prix que vous allez demander. Parce que si vous n'êtes pas à l'aise de payer ce prix-là pour un autre mariage, peu importe c'est qui, vos invités ne le seront pas non plus. Moi, j'ai souvent fait le comparatif entre quand les gens demandent aux gens de payer et quand ils ne demandent pas aux gens de payer par rapport aux cadeaux. Il n'y a pas une règle générale parce que tous les invités à des mariages sont très différents. Oui, il y a des règles non écrites par rapport à combien on devrait laisser. C'est pas tout le monde qui le respecte, c'est pas tout le monde qui le sait. En général, on va parler de 100 $ par personne. C'est drôle parce que j'ai eu une question là-dessus sur mon inbox tantôt. Là. Mais en général, on va demander ou on va laisser en cadeau 100 $ par personne comme cadeau de mariage. C'est une règle non écrite. Moi, je le sais parce que je travaille dans l'industrie. C'est pas écrit sur tous les toits combien qu'on doit laisser. Il y en a qui peuvent laisser plus, il y en a qui peuvent laisser moins. C'est une règle générale. Quand j'ai eu des mariages où les gens n'ont pas chargé pour les invités, ils ont souvent fini par avoir plus que s'ils avaient chargé. Moi, je vous dis ça sous toute réserve. Tu sais, fiez-vous pas nécessairement à... Mon Dieu, Mélanie, elle me dit qu'on avait plus d'argent quand on chargeait pas, on chargera pas, mais on va se fier à elle.
ça se peut que ça arrive pas. Il n'y a pas des invités qui sont pareils, il n'y a pas des gens qui vont venir, qui vont nécessairement laisser beaucoup d'argent. J'ai eu une mariée, il y a 2 ans, je crois. Il y a des gens qui ont laissé 25$ pour 2 personnes. Ça peut arriver. Puis c'est pas quelque chose qui est dans notre contrôle. Nous, on peut pas se marier en se disant on va recevoir 10 000$ de cadeaux le lendemain. Ça se peut que le lendemain, quand vous ouvrez vos enveloppes, vous en savez pas tant que ça d'argent ou que vous en avez reçu plus que vous pensiez. Fiez-vous jamais aux cadeaux des invités parce qu'on le sait jamais. Autant qu'il y a des gens qui peuvent laisser un montant monétaire dans une carte, autant qu'ils peuvent vous laisser des cadeaux, autant qu'ils peuvent ne rien vous laisser. Fiez-vous simplement pas à ça pour déterminer votre prix de mariage. Donc, je reviens à est-ce qu'on charge par personne ou non. Ça dépend de vous. Ça dépend du budget que vous voulez mettre pour votre mariage. Ça dépend de ce qui est offert à l'intérieur de la salle. En bowling, allez pas vous endetter à la banque avec un 20, 30, 40 000 $ votre mariage quand vous auriez pu simplement charger aux gens puis pas avoir à vous casser la tête avec ça. Fait allez-y avec comment vous êtes bien à l'intérieur de ça et soyez à l'aise aussi avec le montant que vous allez demander pour vous assurer aussi que ça rentre. Moi, si je suis invitée à un mariage d'une personne qui est peut-être pas proche de moi, qui est peut-être un cousin éloigné, est-ce que je suis à l'aise de payer ce montant-là par personne? Et par la suite, si vous êtes à l'aise de le payer, c'est que c'est un bon montant chargé aux gens. Petite affaire à garder en tête par rapport à ça, les gens qui sont pas à l'aise de payer pour venir à votre mariage viendront tout simplement pas. Puis c'est correct comme ça. Dans le sens où si en bout de ligne, ils sont pas à l'aise de payer un 40-50$ pour venir à votre mariage, est-ce que ça vous tente tant que ça de les avoir sur place? Personnellement, n'importe qui de mes amis, des gens proches de moi, des cousins-cousines avec lesquels je suis proche, me demandent de payer pour leur mariage, ça va me faire plaisir parce que je t'aime tellement que c'est sûr que je vais être là à ton mariage, que tu me demandes un montant ou non, c'est sûr que je suis là pareil. Fait qu'il faut quand même garder en tête que quelqu'un, si finalement le prix ne rentre pas dans ce qu'ils veulent, puis ils se disent « moi ça me tente pas, j'ai pas envie de débourser », en bowling, vous êtes peut-être pas si proche que ça, donc c'est pas si grave s'ils viennent pas à votre mariage. Mais prenez le temps quand même de vous asseoir, d'en parler, au pire avec les gens autour de vous, voir votre famille, est-ce qu'on charge ou non pour ça. Mais ça revient vraiment à une décision de couple. Et en tant qu'invité, soyez à l'aise avec ce que la personne va vous demander. Même si vous, à l'intérieur, ça vous offuse de devoir payer un montant par personne, soyez à l'aise. C'est un choix qui est tellement personnel, c'est leur mariage. Respectez ce que la personne va avoir décidé en bout de ligne. Dernier petit critère que je vais venir regarder avec vous, le prix en général par personne pour une salle varie entre quoi et quoi. Ici, il y a beaucoup de choses à déterminer parce qu'on est à Gatineau, parce qu'on a Ottawa de l'autre côté de la rivière, parce qu'on a plusieurs types de salles, que ce soit des clubs de golf, salles communautaires, peu importe. Là. On a plein de choix qui s'offrent à nous. Fait qu'il n'y a pas un prix fixe que vous allez retrouver dans toutes les salles. Par contre, en termes de buffet, souvent, ça va être autant buffet chaud, buffet froid, on peut s'attendre à 25-60$ par personne. Il y en a que ça va être plus, il y en a peut-être ça va être moins. Moins que ça fait quand même pas cher, là, mais ça peut arriver. En général, la règle générale, le buffet va ressembler à ça. En termes de repas par service, ben là, on peut venir entre n'importe quoi en haut de 50 à 150$. Tu sais, la sphère pour le service est immense parce que, bon, on a le choix entre un 2 services, un 3 services, un 4 services, un 5 services. Comme les choix, il y en a, il y en a plus. Fait que c'est ça qui va venir déterminer beaucoup le montant qui va vous être chargé par personne. Puis quand on parle de 2 services, parce que c'est quelque chose qu'on voit pas si souvent que ça, c'est quand on a un entrée, le repas et on sert le gâteau comme dessert. Techniquement, c'est un 3 services, c'est juste que le gâteau ne sera pas fourni par la salle, va être fourni par votre fournisseur de gâteaux. Il y a certaines salles, des fois, qui vont venir fournir les gâteaux, mais en général, c'est fait de faire ou c'est à l'externe. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça a été fait préalablement à l'externe avec une compagnie de gâteaux, pâtisserie ou quoi que ce soit. Donc, un coup que vous avez tout déterminé ça et que vous avez fait toutes vos recherches, honnêtement, le meilleur que je peux vous souhaiter, c'est de faire des bonnes recherches, de mettre tous les bons critères de côté, de regarder le prix avec lequel vous êtes à l'aise de bien débourser et de prendre le temps, malheureusement, d'aller visiter, de sortir de chez vous, d'aller chercher les critères des gens, d'aller chercher des références, puis essayer d'aller chercher le plus d'informations possible par rapport à une salle. Parce qu'un coup, vous réservez, c'est réservé, puis c'est pris pour votre journée de mariage. Fait qu'il faut quand même s'assurer que les critères ont été respectés par rapport à ce qu'on voulait avoir à la base. Donc moi, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais discuter avec vous aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider. Si jamais vous avez des questions, gênez-vous absolument pas de venir me parler en privé. Si jamais vous voulez avoir un template pour les recherches de salles, je peux vous en fournir aussi sans problème. Écrivez-moi, ça me fait extrêmement plaisir de vous guider à l'intérieur de ça. Et de mon côté, on se retrouve le mois prochain pour un autre live. Par rapport au live, justement, là, ça va toujours être la première semaine complète du mois. Donc, le vendredi de cette semaine complète-là. Fait qu'exemple, la semaine passée, le vendredi, je pense que c'était le 1er.
Oui, c'est le début du mois, là, mais c'était pas une semaine complète. Donc, on le fait le vendredi de la première semaine complète à chaque mois. Et c'est toujours vers 15h qu'on va venir le faire. En général, on peut boire un café en même temps. Je n'y ai pas touché, mais on se fait une belle petite rencontre comme ça. Si vous avez des suggestions par rapport à un prochain live que vous voulez que je réalise, vous avez un questionnement, il y a quelque chose qui n'est pas si clair ou que vous n'avez pas trouvé les réponses à vos questions, gênez-vous pas de m'écrire. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!